comité de gestion de l'université de Saï au Niger a été reçu par le Premier ministre chef du gouvernement à son cabinet. La délégation conduite par Nasser Ben Hamdan Al-Zouabi s'est entretenue avec Brigitte Raffini. Ouverture ce matin donc au palais de congrès de la 26e session du conseil de gestion de l'université islamique de Saï, à laquelle prend part cette délégation, est présidée par le ministre de l'enseignement supérieur. Cette session, qui durera 2 jours, est axée sur les réformes apportées au programme d'action décennale de l'Organisation de coopération islamique OCI dans les institutions académiques des États membres. Aïchatou Moukela, Youssouf Nomo. Cette 26e session du comité de gestion de l'Université islamique du Niger met en exergue l'un des objectifs clés de la charte de l'Organisation de la coopération islamique en matière d'enseignement supérieur. Objectif qui vise la valorisation et le développement de la science et de la technologie, la promotion de la recherche scientifique et la coopération entre les États membres. Après avoir remercié l'État du Niger et tous les acteurs qui concourent au bon fonctionnement de ce joyau sous-régional d'intégration et de solidarité islamique que constitue l'Université islamique de Saï, le président du comité de gestion a hautement apprécié les résultats très encourageants enregistrés par l'université depuis l'adoption de cette charte qui vise essentiellement à répondre aux exigences de l'heure. Des résultats qui ne seraient réalisés sans l'appui des acteurs de l'université, dont entre autres l'OCI, la BID, la Zakat House, dira le ministre en charge de l'enseignement supérieur qui a vivement salué leur implication dans la gestion de l'université, même s'il reste beaucoup à faire. Au cours des dernières années, grâce à votre action, plusieurs réalisations importantes ont marqué la vie de cette université. En témoigne la dynamique globale et soutenue du développement et de modernisation que vous avez eu et su lui insuffler. Cependant, beaucoup reste à faire. Et c'est pourquoi je me fais le devoir d'exhorter l'Oumma islamique à lui octroyer davantage de soutien et de ressources nécessaires pour les chantiers en perspective, afin qu'elle puisse assurer pleinement sa mission qui consiste à participer à la promotion du savoir, clé du progrès, et à la prospérité de tout le peuple. En ce qui nous concerne, j'ose vous assurer que le gouvernement du Niger ne ménagera aucun effort pour le développement de cet outil précieux d'enseignement supérieur. Auparavant, le représentant de l'Organisation de la coopération islamique est intervenu pour expliquer largement les réformes envisagées par son institution dans son programme d'action décennale en matière d'éducation. Des réformes axées sur la promotion d'un enseignement de qualité, l'innovation, l'attribution de bourses, les échanges interuniversitaires, la création de nouvelles filières, mais aussi la coopération et la solidarité entre les pays membres de l'OCI. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a quant à lui procédé ce matin à l'ouverture d'un atelier d'installation du comité national de pilotage de la formation professionnelle par apprentissage. Objectif, mettre en place une structure qui va orienter et coordonner les activités de la formation par apprentissage au Niger. Mariam Dakou, Askou Jibril. À travers cet atelier, il s'agit pour les participants de procéder à l'installation officielle du Comité national de pilotage de la formation professionnelle par apprentissage. À cette occasion, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a notifié toute l'importance de ce comité national qui aura à coordonner et orienter les activités des 8 comités régionaux qui seront incessamment mis en place. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous pour le lancement des activités de formation professionnelle par alternance. Ces activités, réalisées avec l'appui technique et financier du programme NIJ 017, entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique, à travers son volet qualité et diversification de l'offre de la formation professionnelle. Cela est d'autant plus important que ces activités bénéficient du soutien tout particulier des autorités de la 7e République à travers le programme de renaissance
du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Pour sa part, le conseiller technique principal du programme Niger 017 a d'abord fait l'historique de Niger 017, ce programme qui vise la réduction de la pauvreté par le levier du développement des compétences à travers la formation professionnelle et plus spécifiquement des formations qualifiantes de courte durée. Il s'est ensuite réjoui du partenariat avec le FAFCA avant de réitérer le soutien de sa structure à la formation professionnelle des jeunes Nigériens. En ce jour où nous participons à l'installation officielle du Comité national de pilotage de la formation professionnelle par apprentissage, nous nous réjouissons aussi de voir le FAFCA relancer le dialogue avec tous ses partenaires, qu'ils soient économiques, tels que la FNAN, ou techniques et financiers, tels que la coopération luxembourgeoise. Notons que l'apprentissage par alternance dont le comité de pilotage sera mis en place à travers cet atelier est une approche souple et flexible qui permet aux apprentis d'alterner leur cursus de formation entre les centres de formation d'une part et les ateliers ou entreprises d'autre part. En un mot, c'est un système qui concilie la théorie à la pratique. Dans le même cadre, lancement officiel hier à Walam du fonds d'appui à la formation professionnelle continue, à l'apprentissage. Et c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et technique qui a présidé la cérémonie en présence du secrétaire général adjoint de la région et de plusieurs autres acteurs. Abdullah Soumana Jiboulou. C'est par le lancement de la formation en technique d'embouche bovine et ovine au profit du groupement féminin Tunga de Walam que démarrent les activités du fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage au titre de l'année 2014. Ce fonds, créé en 2007, a pour mission principale de financer les besoins de formation et de renforcement des capacités en collaboration avec l'État et ses partenaires sur l'ensemble du territoire national. En donnant le coup d'envoi, le ministre des Enseignements professionnels et techniques s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus. Cheibou Daïn devait ensuite s'attarder sur les importantes actions qui seront menées. Notre présence parmi vous traduit la volonté du ministère des Enseignements professionnels et techniques de développer des initiatives qui rendent cohérentes les politiques, les stratégies et les actions en matière d'amélioration de l'offre d'enseignement et de formation professionnelle et technique, ainsi que de promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cela se fait conformément au programme de la Renaissance défini par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et la déclaration de politique générale de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre. Intervenant pour sa part, le directeur général du FAPCA a indiqué que le fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage représente aujourd'hui un outil performant pour répondre non seulement à la demande nationale, mais aussi pour être en phase avec les mutations géopolitiques, socio-économiques et techniques liées à l'intégration sous-régionale et régionale. Le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri a exprimé ses sincères remerciements au nom des populations, aux autorités de la 7e République et aux partenaires du Niger pour tous les efforts déployés dans la recherche de l'amélioration de leurs conditions de vie. Les femmes ont saisi l'occasion pour réitérer leur profonde gratitude aux autorités de la 7e République et aux partenaires du Niger qui ne cessent de les soutenir. Par ailleurs, le ministre Cheibou Daïn a visité les travaux de réfection des travaux de la préfecture de Walam. Les travaux sont presque achevés et le responsable de l'entreprise, Sissé Aljouma, a promis de fournir les travaux d'ici le 31 janvier 2014. Il a également rendu une visite de courtoisie à l'honorable chef de canton de Walam. Cheibou Daïn est allé lui transmettre les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. À Niamey, séminaire de formation des journalistes des secteurs publics et privés sur les IST VRSIDA ce matin, et c'était en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Nous y reviendrons. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Amalam, a procédé hier après-midi à la remise d'un don en équipement didactique au centre des jeunes de Niamey, un matériel qui vise le renforcement et le fonctionnement de ces centres. La cérémonie s'est déroulée dans les jardins du dit ministère. Mahamadou Djingarey et Zikra Ali.
C'est dans le cadre du maillage territorial des centres des jeunes initié et financé par l'ambassade de France et l'État du Niger que s'inscrit la remise de ce présent don pour renforcer les capacités des centres de jeunes de la région de Niamey. Cet important matériel estimé à plus de 48 millions de francs CFA composé d'articles divers va permettre sans doute aux centres de jeunes de jouer pleinement leur rôle. Comme vous le voyez, c'est un effet de coopération parfait, dans le sens où la coopération française intervient, mais également le ministère et d'autres partenaires. Mais je voudrais saluer ici, au nom de la coopération française, l'effort du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est fait à destination des centres de jeunes, dans le cadre de ce projet, mais on est bien d'accord, c'est une initiative du ministère, et on ne peut que se réjouir de la qualité et la quantité des équipements fournis aujourd'hui. Acquis sur fonds propres du ministère, Abdelkarim Damalam en a profité pour remercier les plus hautes autorités du pays pour l'intérêt qu'ils accordent au secteur de la jeunesse. J'aimerais tout simplement vous encourager dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous demander de prendre soin de ce matériel parce qu'il est acquis à grands frais et l'État du Niger, donc ayant beaucoup de centres à équiper, nous tenons vraiment énormément à l'entretien physique de ce matériel-là pour que les autres également puissent en bénéficier. Les responsables des centres des jeunes ont salué les efforts déployés par le ministre Abdelkarim Damalam pour rendre dynamique leur structure. Ce matériel que le ministre vient de nous remettre va servir à plus d'un titre la jeunesse, en tout cas de la ville de Niamey. Parce qu'il faut savoir que, comme il a eu à le dire, et les jeunes au niveau des centres, ils ont un grand besoin d'être appuyés et ils en ont vraiment besoin de tout ce qu'on nous a fourni comme matériel. C'est la première fois que les centres ont pu avoir un équipement de telle valeur. Depuis tout ce temps-là que les centres ont été créés et renouvelés depuis le 5e jeu de la francophonie, c'est la première fois. Et depuis que le ministre est là, on a senti un grand changement. Les centres, je peux dire que maintenant, on n'a même plus de problème. Il est à noter que ce maillage des centres de jeunes va s'étendre à l'intérieur du pays où plus de 50 centres de jeunes seront réhabilités dans le grand bonheur de la jeunesse nigérienne. Et peu après cette cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Damalam, était à l'Académie des Arts Martiaux où se tenait la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du personnel du ministère, les services rattachés, les fédérations sportives, le COSNI et le Conseil national de la jeunesse. Le chef d'état-major des armées qui poursuit sa mission à l'intérieur du pays est arrivé hier après-midi dans le cadre de travail au niveau des unités militaires. Le général de division Séni Garba s'est entretenu avec les forces de défense et de sécurité de la place sur les grands défis à relever en matière de renforcement du dispositif sécuritaire de notre pays avant d'effectuer des visites sur différents sites. Mohamed Madou, Nassir Nakakali. Le chef d'état-major des armées, le général de division Séni Garba, a été accueilli à l'aéroport international Mano Dayak par le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, entouré du commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nomad Daré, du commandant de légion de gendarmerie, le chef d'escadron Larwan Abdourahman et du commandant de région de la garde nationale. Après les honneurs militaires rendus par 2 sections des élèves sous-officiers d'active, la délégation a mis le cap sur le PC de la zone de défense numéro 2. À l'entrée du camp, les épouses des militaires de la garnison d'Agadez se sont massées le long du trottoir pour lui souhaiter, dans une ambiance bon enfant, la chaleureuse bienvenue. S'adressant ensuite au cours du rapport aux troupes rassemblées à la place d'armes de la zone de défense numéro 2, le général de division Séni Garba a développé plusieurs thèmes d'intérêt national. Dans un langage direct et clair, il a parlé de la vie de son institution, des grandes orientations relatives aux multiples défis à relever en matière de renforcement du dispositif sécuritaire et des manœuvres militaires prévues en février et mars prochains au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, un fléau qui n'épargne aucun État de l'espace sahélo-saharien, y compris le Niger. À ce sujet, le général de division Séni Garba a révélé certaines informations faisant état des tentatives d'infiltration déjouées des groupes terroristes opérant le long de nos frontières avec le Nigeria, le Mali, l'Algérie et la Libye. L'échec de ces incursions punitives des forces du mal à l'intérieur de notre territoire est à mettre à l'actif des forces de défense et de sécurité auxquelles le chef d'état-major des armées a demandé de conjuguer leurs efforts à travers le partage du renseignement en étroite collaboration avec les populations civiles.
Par ailleurs, le chef d'état-major des armées a consacré une partie de son programme à des visites. Dans l'après-midi, il s'est rendu à l'infirmerie de garnison pour s'enquérir de son fonctionnement, puis sur le chantier de reconstruction du dortoir de l'école nationale de sous-officiers d'actifs partiellement endommagés suite à l'attaque terroriste du 23 mai 2013. Ce matin, il était sur le site devant abriter la base en construction de l'exercice Flintlock 2014, située derrière l'aéroport d'Agadez. Le général de division Seni Garba a trouvé un véritable chef-d'œuvre architectural. Démarré en octobre dernier pour un délai contractuel de 4 mois, les travaux sont exécutés dans les règles de l'art sous la supervision technique de la Direction centrale du génie militaire et des infrastructures. Le chef d'état-major des armées est globalement satisfait du travail abattu. C'est pourquoi il a félicité de vive voix les entreprises déployées sur ce chantier qui représentent un investissement de plus de 770 millions de francs CFA. En revanche, la plateforme d'atterrissage des hélicoptères de l'opération est toujours en cours d'aménagement. Les équipes des engins du génie militaire mettent les bouchées doubles pour la rendre opérationnelle dans les meilleurs délais. Restons dans cette région avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N en collaboration avec le système des Nations Unies a organisé un atelier de programmation à Bilma dans le cadre de l'appui au comité dit de convergence et identité sur la base du degré de vulnérabilité. Les détails avec Hachim Mohamed et Nassour Nakakali. Arrivé en début de semaine à Bilma par voie aérienne, cette délégation comprenait outre le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, toute la représentation du système des Nations Unies basé à Niamey, notamment les représentants résidents de l'UNICEF, du PAM, un groupe d'experts du PNUD, du NFPI. Des cadres centraux impliqués dans la mise en œuvre des dispositions de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Les habitants de la commune urbaine de Bilma ont réservé un accueil à la hauteur de l'événement à la mission. En effet, à la demande du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, en rapport avec la mise en œuvre de l'initiative 3N, c'est la commune urbaine de Bilma qui a été retenue dans la région d'Agadez à raison de son degré d'enclavement et pour recevoir l'appui multisectoriel de l'État et ses partenaires techniques et financiers à travers l'approche dite commune de convergence. C'est la salle d'audience du tribunal de Bilma qui a servi de cadre pour abriter les travaux de cet atelier de programmation placé sous la présidence du gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido. Objectif: aider le conseil municipal de Bilma selon une approche participative avec tous les acteurs concernés à établir les diagnostics de la commune en rapport avec les questions de santé, la nutrition, l'éducation, la sécurité alimentaire, la protection, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Dans son allocution introductive, le chef d'équipe des partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies, Guido Corollet, a insisté sur l'appropriation des interventions par les collectivités et les communautés bénéficiaires et leur participation effective à la mise en œuvre de projets exigeant une démarche participative de planification, de suivi et d'évaluation des interventions. La famille du système des Nations Unies, en se rendant habilement au grand complet, devait préciser M. Guido, entend soutenir les efforts de l'État à travers une synergie d'action concertée et non développer l'assistanat. En ouvrant officiellement les travaux de cet atelier de planification, le gouverneur de la région d'Agadez a saisi cette occasion pour transmettre à la population les salutations et les meilleurs vœux du président de la République aux habitants du Kawar, le colonel-major Garba Mekido, tout en remerciant l'équipe du système des Nations Unies pour sa mobilisation en faveur des populations de Bilma, a exhorté les bénéficiaires de s'unir autour de toutes ces actions. Dans cette perspective, le colonel-major Garba Mekido a encouragé les populations du Kawar et du Djado de développer l'irrigation partout où cela est possible, en introduisant la culture de la luzerne, une plante fourragère très recherchée dans la zone, mais aussi de mieux organiser l'extraction du sel. L'hôtel de ville de Tawa a servi de cadre ce matin à l'ouverture de formation des membres des partis politiques sur le thème consolidation de la paix et prévention des conflits. Il est organisé par le Conseil national de dialogue politique CNDP et c'était sous la présidence du gouverneur de la région, Hawa Mamoudou Yazerabiou. Financé par le gouvernement japonais à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et exécuté par le cabinet du Premier ministre, cet atelier durera 2 jours et vise le renforcement des capacités des acteurs politiques dans le cadre du projet Consolidation de la paix et la gouvernance dans le Sahel-TICAD. 3 importantes allocutions ont marqué cette cérémonie. Celle du premier vice-président de ville de Tawa, Moussa Masallachi, qui devait exprimer toute sa gratitude aux autorités de la 7e République et d'ajouter que cela est à mettre à l'actif du dynamisme et de la consolidation de la démocratie au Niger.
Quant au secrétaire permanent du CNDP, Lawali Kader, il devait dire que cette cérémonie revêt une importance capitale dans la consolidation du processus démocratique dans notre pays. Lawali Kader d'ajouter que les participants seront sensibilisés, formés et informés sur les thèmes tels que la notion de l'État, de la démocratie, pour ne citer que cela. Quant au gouverneur de la de Tawa Salif Bormon, qui procédait à l'ouverture des travaux, il dira que la consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie font partie des priorités du gouvernement de la 7e République. La consolidation de la paix et le renforcement de la démocratie font partie des priorités du gouvernement de la 7e République. Ces deux concepts ont été largement pris en compte dans la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, et réaffirmé dans les axes prioritaires du programme de développement économique et social PDS qui a été récemment approuvé avec une large majorité par l'Assemblée nationale. C'est le lieu ici de saluer le travail très remarquable que mène le secrétariat permanent du CNDP, a-t-il ajouté. Le CNDP, cette structure présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, pendant ses 10 ans d'existence, a permis à notre pays d'être cité parmi les pays les plus démocratiques de la sous-région où tous les droits humains sont respectés, avant d'adresser ses remerciements au nom des plus hautes autorités de la 7e République, notamment le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadou Issoufou, et le Premier ministre, chef du gouvernement, président du CNDP, son Excellence Brigitte Raffini, et à tous les partenaires techniques et financiers, en particulier le PNIT, devait conclure Salifou Paran. À Maradi, c'est une session de formation des formateurs sur l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC qui est organisée, et c'était sous la présidence du gouverneur sortant de la région de Maradi, Amadou Babale, en présence du premier vice-président du conseil régional, Moussa Jariri et Sanoussi Garba. Organisée par la direction régionale de l'hydraulique en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, cette session de formation qui durera 5 jours concerne exclusivement les agents de la santé, de l'hydraulique et du plan chargés de la conduite de l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC. Prennent part également aux travaux le premier vice-président du conseil régional Mohamed Sraj Moussa, les élus locaux, les représentants de la chefferie traditionnelle, ainsi que ceux des partenaires techniques et financiers. Il faut rappeler que l'approche APTC est déjà mise en œuvre depuis plusieurs années maintenant dans la région de Maradi par les services compétents de la santé et de l'hydraulique en collaboration avec l'UNICEF. Environ 88 villages des communes rurales de Sarkinyama et Safo dans le département de Madarumfa et la commune urbaine d'Agué dans le département du même nom ont été touchés. Parmi ces villages, 63 ont mis définitivement fin à la défécation à l'air libre, soit une réussite de 71,59%. C'est d'ailleurs ces résultats encourageants qui a motivé à étendre le projet dans de nouveaux villages ainsi que la mise à l'échelle de cette stratégie au niveau de la région. La formation qui nous réunit aujourd'hui regroupe tous les cadres départementaux, plus précisément de l'hydraulique, du plan et de la santé, qui sont chargés du suivi au niveau départemental, donc qui seront formés, qui à leur tour seront retournés dans leurs départements respectifs pour pouvoir déclencher d'autres villages. Donc on rentre dans la perspective de mise à l'échelle de cette approche au niveau de la région de Maradi. En ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Maradi a exprimé au nom des autorités de la 7e République tous ses remerciements et sa gratitude à l'UNICEF qui a bien voulu financer cette formation. Amadou Babale a par conséquent invité les autres partenaires techniques et financiers intervenant dans la région à se joindre à cette initiative salutaire avant de demander aux participants de suivre attentivement les exposés qui leur sont présentés afin d'être mieux outillés et à même de conduire les processus de déclenchement de l'ATPC, le suivi des engagements communautaires et l'évaluation de la certification fédérale dans leurs zones respectives. Lancement ce matin à Difa de la campagne d'enregistrement gratuit des pièces d'acte de naissance au profit des élèves des écoles primaires de 3 communes de la région, à savoir Difa, Menosoroa et Ngigimi. Ben Youssef Abdelaziz, Harouna Sanda.
C'est le village de Boulangou qui a servi de cadre au lancement de cette activité de la campagne d'enregistrement gratuit des actes de naissance au profit des élèves des écoles primaires des 3 communes de la région. L'acte de naissance étant le premier droit de chaque enfant. Et l'inscription à l'école doit se faire avec un acte de naissance comme le stipule la loi 2007-030 du 3 décembre 2007 et rend obligatoire la déclaration d'un fait d'état civil, naissance, mariage et décès. Tout événement survenu doit dorénavant être déclaré. La même loi érige tous les villages et tribus administratifs en centre de déclaration pour permettre aux populations de ces localités de se doter de ces pièces d'état civil. C'est une activité qui va pratiquement concerner 3 communes. Chaque commune, donc, il a été ciblé 10 villages par les inspections. Donc nous avons donné le cahier de charge à l'inspection, donc de nous cibler les 10 villages. Donc où le problème d'acte de naissance se pose avec acuité. Donc ce lancement que vous avez tout à fait assisté donc, consistera à donner des actes séances tenantes aux élèves. Donc comme vous avez vu, donc, la procédure est la suivante. Donc les 2 équipes sont sur le terrain, donc la justice et l'état civil. Le juge automatiquement il fait le jugement déclaratif et séance tenante, donc le jugement déclaratif est transcrit sur le registre d'actes donc par les agents de l'état civil. Dans l'allocution qu'il a prononcée, le secrétaire général adjoint de la région, M. Jibotini, a salué cette opportunité et espéré que les années à venir, tous les enfants seront inscrits à l'école avec un acte de naissance et a adressé ses remerciements à l'UNICEF, à l'Union européenne et au gouvernement du Niger pour le financement de cette campagne et déclare lancer la campagne d'enregistrement gratuit des pièces d'état civil sur l'ensemble de la région. Après le lancement de cette activité, le secrétaire général adjoint de la région et le président du conseil régional de Difa ont réceptionné un véhicule 4x4 flambant neuf de la direction régionale des enseignements secondaires de Difa. Ce don du ministère permettra sans nul doute le renforcement du parc auto vieillissant de cette structure et en feront sûrement un bon usage. Le conseil régional de Zender s'est réuni en session extraordinaire à l'effet d'élaborer un plan de développement régional en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de la région. Jemila Amadou, Ali Abdou. Cette session extraordinaire du conseil régional de Zender répond à un double objectif, celui d'élaborer un plan de développement régional 2014-2018 et un autre lié à l'impact environnemental dû aux activités de la société de raffinage de Zender, Soraz. L'ordre du jour de la session, c'est 2 points. C'est donc ce processus d'élaboration du PDR pour lequel nous allons nous entendre sur ce qu'on appelle les termes de référence de ce projet-là. Le deuxième point, c'est également nous entendre sur les termes de référence de la convocation d'un forum sur les impacts environnementaux et autres des activités de la société Soraz dans la région de Zender. Donc pour ce deuxième volet, le forum régional, il s'impose parce que nous avons beaucoup d'impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, des activités de cette société-là, que ce soit les expropriations et les indemnisations en matière de propriété des champêtres, que ce soit les impacts environnementaux des déchets qui sont déposés dans les différents dépotoirs libres à ciel ouvert, que ce soit l'arrivée massive des citerniers ici dans la région de Zender avec ce que cela comporte comme pollution éventuelle, comme si vous voulez risque d'accident que ça porte, notamment des accidents de circulation et peut-être même risque d'incendie. Donc tout ceci sera examiné et également les effets positifs. Parce qu'il y a les emplois qu'elle offre ici, il y a les différents revenus qui viennent et puis examiner également quand est-ce que nous allons avoir notre pourcentage en termes de redevances. Il faut également souligner que pour atteindre ces objectifs, le conseil régional va mobiliser des ressources internes et externes avec notamment l'appui de l'État et de ses partenaires au développement. Pour contribuer efficacement à cette organisation, les conseillers régionaux ont pour rôle de sensibiliser davantage les populations. Au total, il s'agit d'un processus qui va nous coûter autour de 147 à 150 millions de francs CFA. Le conseil régional lui-même va participer
pour environ 27 à 30 millions. Et le reste, nous allons chercher le financement auprès des partenaires techniques et financiers et auprès de l'État. Et dans le cadre de la deuxième édition de la caravane nationale d'intégration sur la paix, sécurité et développement, plusieurs activités ont été organisées dans la région du Dosso. Manuel Ajisidou et Mour Abdou pour les détails. Dans la région de Dosso, cette mission de sensibilisation qui rentre dans le cadre de la deuxième édition de la caravane d'intégration pour la paix, la sécurité et le développement, organisée par la cellule CEDEAO et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, a débuté ses activités par des visites de courtoisie au gouverneur de la région, M. Seydou Zataw Ali, et au sultan Jemoko Maïdanda Seydou, qui ont d'ailleurs reçu des membres de la mission des cadeaux symboliques qui sont des sacs contenant des documents sur l'intégration sous-régionale et la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO avant d'immortaliser ces visites par une photo de famille. Dans le département de Gaïa, après l'accueil par les autorités administratives locales et coutumières à une dizaine de kilomètres, la caravane s'est directement rendue au palais du chef de canton où elle a reçu un autre accueil de grand jour. Là, après le mot de bienvenue d'un notable de la cour qui a brossé la carte postale et l'historique du canton, l'honorable Elhaji Yakuba Sodenji s'est dit très ravi du choix porté à son canton pour abriter ces manifestations, surtout si l'on sait qu'ils sont frontaliers Nigeria et du Bénin, deux pays membres de la CEDEAO. Toujours à la cour royale, plusieurs manifestations culturelles se sont produites pour démontrer à la caravane la richesse culturelle du Danti. Cette première journée a été sanctionnée par une importante soirée culturelle à la MJC Adamou Fodi d'Idjaï, où plusieurs troupes locales et celles de Niamey ont tenu le public en haleine. C'était en présence du préfet Dali Yakuba et de plusieurs autres personnalités avec des thèmes aussi riches que variés, dont la scolarisation, lutte contre le mariage précoce et surtout l'intégration africaine et la libre circulation de personnes et de leurs biens dans l'espace que doit l'objet de cette caravane. La caravane justement nationale pour la paix, sécurité et développement qu'organise la cellule nationale CEDEAO et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, donc poursuit toujours sa mission de sensibilisation dans la région de Dosso et à Gaïa où elle a organisé plusieurs activités. Manuel Elsudo et Mourou Abdou. Dans le département de Gaïa, la caravane d'intégration nationale pour la paix, sécurité et développement qu'organise la cellule nationale CEDEAO au Niger et le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine a poursuivi ses activités par un corps populaire des jeunes scolaires du primaire et du secondaire et des forces de défense et de sécurité, à l'issue duquel des prix ont été remis aux différents lauréats. Puis après, la caravane et les autorités départementales se sont rendues dans deux villages frontaliers, à savoir Sabombirni, frontière Niger-Nigeria, et Kocha, frontière Niger-Bénin, pour dévoiler deux panneaux de sensibilisation sur la libre circulation des personnes, des biens et des services. Cérémonie au cours de laquelle, après le mot de bienvenue des maires de Tounounga et Gaïa, le préfet du département, M. Badi Yakuba, a expliqué les objectifs de cette caravane qui vise à faire comprendre aux populations les droits des citoyens en établissant les différentes pièces exigées par les textes en vigueur. C'est pourquoi les chefs cellule CEDEAO au Niger, tout comme les chefs de canton de Gaïa, ont demandé aux populations de respecter les lois et règlements en vigueur dans les pays d'accueil. Se fit ensuite une conférence débat sur la libre circulation des personnes, des biens et des services qui s'appuie sur 5 fondements essentiels que sont le droit d'entrée, le droit de séjour, le droit de résidence, le droit d'établissement, le droit d'accès à la Cour de justice de la communauté. Au conseil technique en diplomatie au cabinet du Premier ministre, il revient ici sur les objectifs de cette caravane. En réalité, nous ne voulons plus rester sur le fait des papiers. Nous voulons aller au concret. Qu'un citoyen de la CEDEAO, qu'il sache, quand je rentre, comme ils l'ont dit, au Bénin, quand je rentre au Cap-Vert, quand je rentre au Sénégal, quand je pars au Mali, quand je suis au Nigeria, je suis chez moi. Il y a seulement un certain nombre de documents qu'on m'a demandé de présenter.
Si aujourd'hui je voulais m'établir au Nigeria, je dois aller. Il suffit que j'ai l'âge de 21 ans. Si je voulais traverser, voilà la pièce qu'il me faut. Mais ces choses ne sont pas en train d'être concrétisées. Vous voyez les tracasseries qui vivent nos populations de la CEDEAO. Et en continuant cela, on ne peut pas avoir de renforcement économique ou bien d'objectifs atteints pour notre développement. Sur le plan religieux, l'Église des Assemblées de Dieu du Niger tient depuis hier son 3e conseil général et avec pour thème le Saint-Esprit, secret d'une abondante moisson. L'ouverture officielle de cette rencontre de 3 jours qui permettra le renouvellement du bureau national par le président national des Assemblées de Dieu du Niger en présence de celui du Burkina Faso et du président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Amen. Gérard Abdelaziz et Mohamed Adamou. Il s'agit au cours de ce conseil général, le 3e du genre pour l'Église des Assemblées de Dieu du Niger, de faire le bilan du mandat de 3 années écoulées, de définir les nouvelles orientations et enfin d'élire un nouveau bureau exécutif national sous les signes du Saint-Esprit, secret d'une abondante moisson. D'abord, ça répond à ce qui nous a été recommandé au plus haut niveau, mais aussi la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, non seulement nous ne pouvons rien faire, mais sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de possibilité d'avoir une moisson. Donc nous voulons donc saisir cette opportunité pour encourager tous les chrétiens, pour encourager tous les serviteurs de Dieu à être remplis du Saint-Esprit et aussi à être sensibles à la direction du Saint-Esprit. Le mandat écoulé a été riche en réalisations selon le président du bureau sortant, révérend Ali Hamani Moussa. Le bureau exécutif a en effet travaillé activement et de manière participative pour parvenir à l'autonomie totale tant sur le plan administratif et financier que dans la propagation de l'évangile. Aujourd'hui, l'Église des Assemblées de Dieu du Niger est en train de gagner ce pari, chose qui n'était pas du tout évidente au départ compte tenu du contexte spirituel et économique actuel. Parallèlement, le bureau a mené plusieurs actions caritatives. Cette prouesse du bureau exécutif national a été saluée par des fortes et longues acclamations du Conseil général, ce qui porte à croire qu'il va renouveler sa confiance au bureau sortant. La rencontre a enregistré la participation du président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amen, révérend Kimso Brema, et du président national des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Michel Ouedraogo, qui a prêché pendant plus d'1 heure de temps. Mais avant, il a présenté ses encouragements au bureau sortant. Frères et sœurs, nous vous aimons. Et nous voulons réellement vous présenter nos félicitations. Au bureau exécutif, Pasteur Ali et toute son équipe, merci pour tout ce que vous faites. Auparavant, les différentes chorales de l'Église des Assemblées de Dieu du Niger ont rivalisé d'ardeur en chant et danse de louange au Seigneur. Ce 3e conseil général des Assemblées de Dieu du Niger prendra fin samedi prochain. Retour de la région d'Agadez où la police d'Arlit vient d'opérer une importante saisie de drogue auprès de 2 femmes ressortissantes d'un pays voisin. La marchandise qui était destinée à l'extérieur a été présentée aux autorités administratives locales, lesquelles ont tenu à féliciter les éléments de la police nationale d'Arlit, Mohamed Madou et Ibrahim Marikou. Ce sont au total 9 kg de chanvre indien soigneusement emballés dans des sacs semblants à vue d'œil anodin que la police nationale d'Arlit a saisi auprès de 2 dames ressortissantes d'un pays voisin. La marchandise devrait être écoulée vers l'extérieur, n'y était la vigilance accrue des agents de la police de la cité minière. Les femmes interpellées et la drogue qu'elles transportaient ont été présentées aux autorités administratives et communales. Le commissaire d'Arlit explique le déroulement de cette opération couronnée de succès. La saisie a été effectuée sur 2 dames ressortissantes d'un pays voisin. Elles ont l'habitude de passer, elles croyaient pouvoir acheminer leurs marchandises à l'extérieur du pays. Donc la saisie a été faite grâce à la collaboration d'une agence de voyage qui nous a beaucoup aidé. Il y a aussi un honorable citoyen qui nous a beaucoup aidé à travers cette saisie. Donc c'est le lieu de remercier tous ceux qui ont collaboré et la vigilance de nos éléments de la police nationale qui ont collaboré pour parvenir à cette saisie. Je remercie aussi nos autorités administratives et judiciaires qui ne cessent de nous appuyer à chaque fois que le besoin se fait sentir. Le secrétaire général de la préfecture d'Arlit a tenu pour sa part à féliciter et encourager les éléments de la police pour leur professionnalisme exemplaire. Ibrahim Hamma les encourage à plus de vigilance dans le combat contre le trafic illicite des stupéfiants. Je remercie très sincèrement le directeur départemental de la police nationale et ses éléments pour cette importante saisie
Donc au nom des autorités de la 7e République, je réitère toutes mes félicitations et mes encouragements. Et je les exhorte à beaucoup plus de vigilance parce qu'étant donné qu'Arlit, c'est la plaque tournante, donc cela nécessite une grande vigilance. Le deuxième vice-maire de la commune urbaine d'Arlit demande quant à lui à la population locale de collaborer avec les forces de défense et de sécurité et de dénoncer les suspects. Je remercie vraiment la police pour avoir effectué cette saisie qui, grâce à la collaboration de la population, ils ont eu à détecter. Vraiment, je remercie la population aussi et je demande à la population de collaborer. À chaque fois que des choses comme ça vont venir, les gens n'ont qu'à dénoncer. Parce que, vous savez, c'est des trucs qui sont interdits. Donc, on ne doit pas laisser des choses. Donc, à chaque fois que les gens voient un suspect, ils n'ont qu'à déclarer à la police et la police va faire son travail comme aujourd'hui. Les villes d'Arlit et d'Agadez et de l'autorité publique servent depuis des lustres de plaques tournantes au trafic en tout genre. À la faveur du climat d'insécurité récurrente et de par leur position géographique, elles deviennent des passages obligés des narcotrafiquants et de malfrats de tout acabit. Le syndicat régional des commerçants de Niamey a tenu son assemblée générale élective ce matin au siège du Sénat. À l'issue de ces assises, c'est le bureau sortant qui a été reconduit avec à sa tête le président Ila Hatimi pour un nouveau mandat. Ismaël Douda et Hadiza Hamidine. C'est en présence d'un huissier de justice que s'est déroulée cette assemblée générale du syndicat régional des commerçants de Niamey et c'est là pour le renouvellement de son bureau qui est en fin de mandat. Occasion saisie par le gouverneur de la région de Niamey pour les féliciter de tous les soutiens apportés au moment des inondations et les incendies de classe payotte enregistrés dans notre pays, tout en les exhortant à faire preuve de sagesse dans le choix de leurs dirigeants. Vœu aussi partagé par le secrétaire général sortant du syndicat. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir légitimement de constater que notre organisation syndicale est dans toutes les actions de développement du secteur privé. Pour la sauvegarde de cet esprit de cohésion, il nous faudrait désigner des personnes engagées dans la défense des intérêts de tous les commerçants au niveau du bureau et que nous allons mettre en place tout à l'heure. En effet, ce mandat est arrivé à terme, mais je souhaite que les opérations d'élection qui vont se dérouler dans les minutes qui suivent se passent dans la joie, la transparence et la sérénité requises. Enfin, je voudrais à cette occasion vous adresser mes félicitations pour ce travail collectif, tout en vous demandant d'avoir à l'esprit que je peux compter sur votre compréhension pour la mise en place d'un bureau capable de relever les grands défis du moment. Ainsi, bravant toute forme d'adversité, ils ont su assurer la cohésion et l'unité qui prévalent de leur structure. 15 syndicats, dont 77 au bureau sortant, avec à leur tête Il Hatimi comme président, qui se succède à sa propre personne. Du sport, la Fédération nigérienne du judo a fait de la formation à la base sa priorité et depuis on constate l'ouverture des clubs de judo à l'image de Hara Club où les plus jeunes sont privilégiés. Nos reporters ont fait un tour dans ce club pour voir comment se fait l'initiation au judo pour ces plus jeunes. Salamata Amourjibo et Moussa Nouma. Judoka de haut niveau de la catégorie des 73 kg, Ahmed Goumar constitue aujourd'hui la valeur sûre du judo nigérien. Ahmed a enfilé son premier kimono en 2003 et en l'espace de 10 ans, il a atteint un niveau impressionnant. Sans doute cela va s'expliquer tout d'abord par sa volonté à aller de l'avant. Le travail abattu par ce dernier durant ces 10 dernières années lui ont permis d'escalader les marches du judo nigérien. Mais il faut comprendre que Ahmed Goumar était un passionné de la lutte depuis sa tendre enfance, raison qui lui ont poussé à s'orienter vers cette discipline, le judo. Le judo, on dit que c'est l'art de la vie. Moi, depuis mon enfance, j'aimais trop la lutte. J'aime trop la lutte. Donc, pour faire référence à un sport, un art martial qui s'approche de la lutte, alors c'est très bien le judo. C'est pourquoi j'ai choisi de commencer le judo, de pratiquer le judo. J'ai commencé le judo en 2003 dans le club Samouraï. J'ai commencé petit à petit pour apprendre les bases du judo, les bases, les chutes, les mouvements fondamentaux
tous ceux qui s'intéressent sur la sécurité et le fondement du judo. En fait, j'ai appris tout ça dans le club de samouraï. Après, j'ai été sélectionné en équipe nationale en 2006, ce qui m'a permis de rencontrer certains coachs pour que je puisse vraiment améliorer mes capacités, mes défauts pour affronter les compétitions internationales. Donc c'était plutôt là l'élément porté sur le portrait sur le judoka, l'un des meilleurs du pays, Goumour Ahmed, un portrait réalisé par Mohamedou Djingare. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Au revoir.